La steppe eurasienne médiévale est un endroit plutôt déroutant pour plusieurs raisons. La première est qu'elle a accueilli un patchwork en constante évolution de peuples nomades et semi-nomades, dont les diverses guerres ont provoqué des migrations à grande échelle à différents moments de l'histoire. Une autre raison est que ces peuples, dans l'ensemble, ont laissé très peu, voire aucune, source écrite permettant de les identifier. Les Petchénègues sont l'un de ces groupes qui apparaissent dans les archives historiques, et en particulier dans les documents impériaux byzantins, issus du tapis roulant de la steppe eurasienne. Le nom Petchénègue vous est peut-être familier si vous avez joué à Call of Duty, car le PKP Petchénègue est une mitrailleuse polyvalente russe en service depuis 2001. Même sans rien savoir des Petchénègues eux-mêmes, la décision de Mikhail Kalachnikov de nommer cette mitrailleuse redoutable d'après eux résume parfaitement l'essence de leur réputation historique, la guerre. Au risque de paraître généralisé, les Petchénègues, apparemment comme tous ceux qui les ont précédés et suivis sur la steppe, adoraient absolument se battre. En fait, l'empereur byzantin Constantin VII a longuement écrit sur la passion des Petchénègues pour les raids, un sujet sur lequel nous reviendrons plus tard. Cependant, une propension au pillage ne nous en dit pas vraiment beaucoup sur les Petchénègues eux-mêmes, leur société, la façon dont ils vivaient et se parlaient, l'essor et le déclin de leur puissance, et peut-être, de façon encore plus mystérieuse, leurs origines. En examinant tous ces éléments, nous tenterons de répondre à cette question. Qui étaient les Petchénègues? Avant d'entrer dans les détails concernant les Petchénègues, leur société et leurs origines, situons-nous d'abord géographiquement. Quelle que soit l'origine exacte du peuple Petchénègue, il est généralement admis que c'est l'effondrement du Khaganat turcique en 744, ainsi que les guerres qui ont suivi ce bouleversement, qui ont poussé les Petchénègues, eux-mêmes un groupe turcique, à entreprendre une grande migration vers l'ouest. Il semble que les Petchénègues aient été victimes des alliances tribales changeantes à la suite de l'effondrement du Khaganat et qu'ils aient été attaqués par une alliance de peuples Oghuz, Karlouk et Kimek. Chassés de leurs terres autour de la mer d'Aral au milieu du IXe siècle, les Petchénègues se sont déplacés vers l'ouest, dans la steppe pontique, entre les fleuves Volga et Oural. Il est également probable qu'à ce moment-là, certains Petchénègues soient restés autour de la mer d'Aral et aient été assimilés au peuple Oghuz. Comme l'a écrit Constantin VII, au moment où les Petchénègues furent expulsés de leur pays, certains, de leur propre volonté et par décision personnelle, restèrent sur place et s'unirent aux soi-disant usés, et encore aujourd'hui, ils vivent parmi eux. Installés dans leur nouveau territoire, les Petchénègues continuèrent à vivre en nomades, pratiquant notamment cette activité nomade par excellence, la razzia. Sans surprise, cette activité irrita suffisamment leurs voisins pour que les Petchénègues soient une nouvelle fois poussés, contre leur gré, à une migration vers l'ouest. Cette fois-ci, les Khazars, qui semblent avoir particulièrement souffert des razzias mentionnées, s'allièrent aux usés afin de chasser les Petchénègues. Grâce à leur supériorité numérique, ils réussirent. Une fois de plus, les Petchénègues migrèrent vers l'ouest, traversant l'ensemble du territoire khazar avant de s'installer dans les hautes vallées du Donets. Au cours de ce déplacement, les Petchénègues procédèrent eux-mêmes à une migration forcée, expulsant les Magyars de leur nouvelle patrie et les repoussant à l'ouest du Dniepr. Bien que la date exacte de cet événement fasse débat, il semble probable qu'il se soit produit vers la fin du IXe siècle. Une fois installés sur leur nouveau territoire, les Petchénègues semblent avoir prospéré. En fait, à tel point qu'au Xe siècle, ils semblaient avoir établi un contrôle de facto sur une grande partie de la steppe pontique en Europe du Sud-Est et exercé leur influence sur la péninsule de Crimée. Il est probable que leur ascension dans cette région ait été facilitée par le déclin de leurs ennemis de longue date, les Khazars. La campagne de Sviatoslav de Kiev contre les Khazars dans les années 960 détruisit la ville khazare de Sarkel, puis leur capitale à Atil, portant un coup dont les Khazars ne se remirent jamais. Bien sûr, les Petchénègues profitèrent pleinement de la faiblesse des Khazars pour mener des raids réguliers sur leur territoire, affaiblissant encore davantage le Khaganat khazar autrefois puissant. En outre, la position des Petchénègues dans la steppe pontique fut encore renforcée par le déplacement des Magyars qui y résidaient auparavant. Tous ces changements géopolitiques réunis firent des Petchénègues la principale puissance diplomatique de la steppe pontique à l'aube du Xe siècle.
Comme pour tout groupe nomade belliqueux, tous leurs voisins sédentaires étaient désireux de s'en faire des alliés, en partie pour pouvoir les employer comme mercenaires, mais surtout pour ne pas devenir la cible des inévitables raids Petchénègues. C'est justement cet amour du raid qui finirait par causer la perte des Petchénègues, comme nous le verrons plus tard dans cette vidéo. Pour l'instant, tournons-nous vers la société Petchénègue et essayons de mieux comprendre ces nomades. En tant que peuple turcique, il ne vous surprendra pas d'apprendre que les Petchénègues parlaient une langue turcique. Une classification plus poussée est rendue assez difficile par le fait que la langue est aujourd'hui éteinte, bien qu'il soit généralement admis qu'elle faisait probablement partie de la branche Oghuz de la famille des langues turciques. Bien que l'absence apparente de langue descendante rende la langue petchénègue presque impossible à définir avec précision, les sources historiques contemporaines nous offrent tout de même quelques indices. La prolifique princesse byzantine Anne Comnène, écrivant au XIIe siècle, décrivait les Petchénègues comme parlant la même langue que les Koumans. Cette identification avec la langue koumane est en outre renforcée par le savant du XIe siècle Mahmoud al-Kashgari, qui affirmait que le petchénègue était une langue oghuz et une variante du kouman. Il remarquait également que la langue petchénègue était soumise à des influences étrangères, ce qui la rendait distincte des autres langues turciques. Pour tout ce qui concerne les Petchénègues, le De Administrando Imperio de Constantin VII est notre source historique de référence. L'empereur byzantin a rédigé ce texte comme un guide pratique de gouvernement à l'intention de son fils, et il y décrit donc en détail les voisins de Byzance. Dans ses passages consacrés aux Petchénègues, Constantin décrit leur organisation sociale interne, structurée autour de 8 groupes tribaux, dirigés par un chef, eux-mêmes subdivisés en 40 groupes plus petits, très probablement des clans. Constantin va même jusqu'à énumérer les noms de ces 8 tribus, ce qui a suscité de nombreuses spéculations quant à leur signification. L'historien Golden a suggéré que chaque nom tribal était composé d'une couleur de robe équine, suivie du titre du chef. Par exemple, la 5e tribu, Karabey. Bey est un titre traditionnel turcique désignant un chef, et Kara ou Kaydum fait référence à la couleur noire ou à celle de l'acier poli. Il est à noter que Constantin désigne également les 3 premières tribus, Erdim, Kuré et Ula, comme étant des Kangars. Il s'agit peut-être d'une désignation ethnique à laquelle nous reviendrons plus tard. Ces 3 tribus sont décrites comme étant plus vaillantes et nobles que les autres. La société petchénègue se distinguait également de ses voisines en matière d'héritage. Au lieu du système habituel de primogéniture, où le fils aîné succédait à la position de son père, les Petchénègues pratiquaient une forme d'héritage où les cousins de chaque chef étaient les premiers dans l'ordre de succession au pouvoir. Cela créait un système dans lequel le pouvoir était partagé au sein de la famille dirigeante élargie, limitant le règne d'un chef à la durée de sa vie seulement, et contribuant ainsi à prévenir les luttes sanglantes au sein de la famille. Le texte de Constantin VII regorge de références à la prouesse martiale des Petchénègues, ce qui suggère que leur société était belliqueuse et, dans une certaine mesure, pouvait être centrée sur la guerre et les raids. Il insiste sur le fait qu'ils étaient des pillards acharnés et, par conséquent, redoutés par leurs voisins, les Turcs et les Russes. La tribu des Turcs aussi tremble énormément devant l'édit Petchénègue et les craint car ils ont souvent été vaincus par eux et ont frôlé l'anéantissement total. Sur le plan économique, les Petchénègues semblent avoir vécu selon le mode de vie nomade classique, élevant du bétail et d'autres animaux, et se déplaçant régulièrement au cours de l'année pour trouver les meilleurs pâturages. Comme pour tous les nomades, le commerce avec les peuples sédentaires était crucial pour leur économie. En effet, le mode de vie pastoral, avec ses déplacements constants, rendait la fabrication de certains biens assez difficile. Constantin note par exemple que les Petchénègues vendaient du bétail à cornes et des moutons aux Russes, lorsqu'ils n'étaient pas en train de les piller, bien entendu. Le commerce des Petchénègues avec Byzance semble avoir été principalement réalisé par l'intermédiaire de la ville de Kherson, en Crimée. Le texte de Constantin mentionne des groupes de Petchénègues accomplissant des services pour les habitants de Kherson, vraisemblablement des travaux ou des missions de mercenaires, et recevant en échange des étoffes pourpres, des rubans, des vêtements à tissage lâche, du brocart d'or, du poivre, de l'écarlate ou du cuir parthe. Malgré leur réputation belliqueuse, les Petchénègues étaient manifestement désireux de commercer avec leurs voisins en temps de paix, comme vous l'avez peut-être déduit de l'importante place accordée aux Petchénègues dans le livre de Constantin VII, cette tribu nomade était cruciale pour la diplomatie impériale byzantine au Xe siècle. La crainte que suscitaient chez leurs voisins les raids des Petchénègues en faisait un outil politique puissant, mais notoirement difficile à contrôler.
Les Byzantins appliquaient le principe du diviser pour mieux régner dans le monde du Nord, tentant d'utiliser les Péchénègues pour semer la discorde parmi leurs voisins septentrionaux, dans le but de les maintenir trop occupés pour entreprendre des actions contre Byzance elle-même. Dans son De Administrando, Constantin explique comment, grâce à une alliance avec les Péchénègues, il est possible de tenir les Turcs et les Russes à distance. Tant que l'empereur des Romains est en paix avec les Péchénègues, ni les Russes, ni les Turcs ne peuvent envahir les territoires romains par la force des armes, ni exiger des Romains d'importantes et exorbitantes sommes d'argent et de biens en échange de la paix. Si, par exemple, la Russe de Kiev souhaitait attaquer Byzance, elle devrait traverser des terres contrôlées par les Péchénègues pour atteindre Constantinople. De plus, pendant que leurs armées étaient à l'étranger, le territoire de la Russe serait dangereusement vulnérable aux raids des Péchénègues. Conformément à cette stratégie, Constantin décrivit également la manière dont un accord pouvait être conclu avec les Péchénègues, principalement par l'envoi de lettres et de cadeaux. Il recommanda d'envoyer des agents impériaux dans la ville de Kherson afin de rencontrer les chefs Péchénègues et souligna l'importance d'utiliser des otages pour garantir le retour sain et sauf des agents impériaux. Constantin ne se faisait aucune illusion sur les motivations des Péchénègues. Il note leur avidité, écrivant « Les Péchénègues, qui convoitent ardemment les objets rares chez eux, sont sans vergogne dans leurs exigences de cadeaux généreux. » Nous abordons maintenant peut-être l'élément le plus obscur de l'histoire des Péchénègues, qui a fait l'objet de vifs débats, leurs origines. Il existe plusieurs théories concurrentes sur leurs origines, chacune proposant des suggestions très intéressantes, dont certaines que je vais maintenant tenter de détailler. Soyez patient avec moi. Certains aspects deviennent un peu complexes. Paul Pelliot pensait que les Péchénègues étaient le peuple Péku, qui apparaît dans une histoire officielle de la dynastie Sui, le livre des Sui, rédigé dans les années 630 après J.C. Dans ce texte, les Pékus sont mentionnés comme faisant partie de la confédération Thiel, basée à l'est de Byzance. Cette théorie a un certain mérite, mais si les Péchénègues étaient effectivement installés dans la région de la steppe caspienne au 7e siècle, ils auraient sûrement été mentionnés dans les textes byzantins du 7e siècle. Une source ultérieure du 8e siècle, un rapport diplomatique préparé pour le roi des Ouïghours, décrit une tribu nommée les Béchanagues. On dit que cette tribu comptait environ 5000 guerriers sous les armes et qu'elle fit la guerre à la tribu des Hors, après quoi les Béchanagues se déplacèrent vers l'ouest. Le nom Béchanag est, bien sûr, remarquablement similaire au mot Péchénègue. Si l'on accepte que la tribu des Hors mentionnée dans les sources correspondait aux Ouïghours eux-mêmes, alors on peut situer les origines des Péchénègues dans la région au nord du lac Balkhash. Cependant, certains chercheurs identifient plutôt les Hors comme étant le peuple oghuz. Si tel est le cas, nous pouvons situer les origines des Péchénègues sur le cours inférieur du fleuve Syrdaria et sur les rives de la mer d'Aral. Pour appuyer cette hypothèse, Pritsak pensait que l'effondrement de l'empire turc d'Orkhon avait conduit à l'hégémonie ouïghour sur la steppe d'Asie intérieure. Cela a, à son tour, forcé les Turcs oghuz à se replier vers la région du Sir Daria et de la mer d'Aral, où ils ont vaincu les Péchénègues qui y vivaient et ont ainsi précipité leur migration vers l'ouest. Le linguiste Max Wasmer a avancé la théorie selon laquelle le mot Péchénègue pourrait dériver de l'ancien mot turc désignant le beau-frère ou un parent, en déduisant que les Péchénègues proviendraient d'un groupe tribal plus vaste. Il semblerait donc très probable, si l'on adhère à cette idée, que les Péchénègues soient issus des peuples oghuz. Les travaux de Mahmoud al-Kashgari, un érudit du XIe siècle spécialiste des langues turques, semblent appuyer cette hypothèse. Dans son dictionnaire des langues turques, rédigé dans les années 1070, il décrit les Péchénègues comme faisant partie des Turcs oghuz. La théorie Kangar est l'une des hypothèses les plus fascinantes concernant l'origine des Péchénègues. L'Union Kangar était un État turc qui a existé du milieu du 7e au milieu du 8e siècle sur le territoire de l'actuel Kazakhstan. Kangar est une désignation ethnique, peut-être une version turque de Kangli, un peuple apparenté aux nations kazakhes, ouzbeks et kara-kalpak. Ce sont les raids arabes et les incursions menées par les Turcs oghuz qui ont provoqué la chute de l'État Kangar, entraînant la dissolution de l'Union Kangar. Au cours de ce processus, les 3 tribus Kangar qui vivaient dans la région de la Syrdaria et de la mer d'Aral se sont alliées à 5 autres tribus turques, formant ainsi la confédération Péchénègue et migrant vers l'ouest en Europe de l'Est.
Cela correspondrait à la description faite par Constantin VII des Péchénègues comme étant composée de 8 tribus, dont 3 étaient les Kangars, plus vaillants et nobles que les autres, ce qui reflète peut-être la position prééminente qu'occupaient les Kangars au sein de la Confédération. Une théorie alternative sur l'origine, avancée par Omelian Pritsak, et fondée sur la théorie Kangar, suggère que le nom Kangar est en réalité un mot composé, Kangar-Az, dérivant du mot tokarien pour pierre, Kang, et d'un ethnonyme Az. Le tokarien est une langue aujourd'hui disparue, parlée par les habitants du bassin du Tarim, dans le nord-ouest de la Chine, dû au 8e siècle après J.B.C. Pritsak suggère donc que les Péchénègues auraient été des Tokariens originaires de cette région, ou du moins des locuteurs des langues tokariennes, peut-être des Tokariens en confédération avec des peuples iraniens orientaux et turcs, par exemple. Pritsak a ensuite avancé que les Kangars parlant le tokarien vivaient autour de Tashkent, car Tashkent signifie ville de pierre. Par conséquent, il a également relié les Kangars à un peuple mentionné dans les sources chinoises Han du IIe siècle, l'union tribale des Kangju. Cette union était composée de 2 groupes, l'un nomade et l'autre sédentaire, vivant dans des villes oasis autour du bassin du Tarim, profitant des routes commerciales qui les traversaient. Selon Pritsak, ces peuples sédentaires et nomades étaient liés par une langue commune, le tokarien, et formaient une relation symbiotique mutuellement bénéfique. De la même manière, les Kangars auraient pu vivre autour du fleuve Sir-Darya, centré sur Tashkent, et former une alliance avec des tribus turques nomades, donnant finalement naissance à la confédération des Péchénègues. Une autre hypothèse, qui est à bien des égards compatible avec les théories des Kangars et des Tokariens, est la théorie de la turquisation, selon laquelle les Péchénègues descendraient d'un groupe antérieur de nomades turcs, ayant vécu de manière pastorale autour des villes iraniennes de Transoxiane. Une vague de migration turque au VIe siècle a conduit à la turquisation des habitants iraniens de la région. Au même moment, la région du Sir-Darya était habitée par ces peuples turquisés, tels que les Kangars. Ce sont ensuite les conflits avec les peuples Oghuz, Karlouk et Kimek qui ont forcé les Péchénègues à se déplacer vers l'ouest. Le fait que la plupart des chercheurs s'accordent à dire que la société péchénègue était presque certainement de caractère turc vient appuyer cette théorie. J'espère que cela ne vous a pas endormi. C'est en réalité tout à fait fascinant d'explorer les origines mystérieuses des Péchénègues, et nous n'avons fait qu'effleurer la surface avec ce survol. Comme mentionné précédemment, au Xe siècle, les Péchénègues s'étaient imposés comme la puissance dominante de la steppe au nord de la mer Noire, grâce à un mélange de raids et d'engagement en tant que pillards. Une fois installés dans cette région, les raids ne cessèrent pas. Bien que les Péchénègues soumettaient tous leurs voisins à des incursions de temps à autre, y compris les Byzantins à l'occasion, ce furent surtout les Russes de Kiev en pleine expansion qui furent le plus souvent la cible de la violence péchénègue. Ces raids dégénéraient parfois en guerre à part entière, comme en 920 lorsque les Russes envahirent le territoire péchénègue, et en 968 lorsque les Péchénègues assiégèrent la capitale des Russes, Kiev, alors que son dirigeant, Sviatoslav, menait une campagne à l'étranger contre le premier empire bulgare. En 972, Sviatoslav lui-même, tout juste revenu de campagne contre les Khazars, fut pris en embuscade et tué par les Péchénègues au rapide du Dniepr. Il paraît que son crâne fut transformé en coupe à boire par le Khan Péchénègue, Kouria, selon leurs coutumes nomades. Ce sont ces guerres continuelles avec les Russes qui allaient causer la perte des Péchénègues. Vladimir Ier de Kiev vainquit les Péchénègues sur leur propre territoire, et Yaroslav de Kiev leur infligea une autre lourde défaite en 1063. Avec leur image de force militaire quasi invincible en lambeaux, l'influence des Péchénègues déclina rapidement. Bien qu'ils continuèrent à servir comme mercenaires, les Péchénègues contrôlaient une sphère d'influence de plus en plus réduite. Leur défaite finale en tant que force indépendante eut lieu lors de la bataille de Levounion en 1091, lorsqu'une armée byzantino-coumane dirigée par Alexis Ier Comnène anéantit totalement l'armée péchénègue. Ce qu'il restait du peuple péchénègue fut réinstallé dans la Macédoine grecque actuelle. Un dernier sursaut apparaît dans les archives historiques en 1122, lorsque les Péchénègues se révoltèrent contre les Byzantins et furent sévèrement battus à la bataille de Beroia. Après cela, les Péchénègues semblent avoir perdu leur identité nationale, s'assimilant complètement aux peuples environnants.
De cette manière, les Petchénègues, l'un des nombreux peuples nomades farouches à avoir habité la steppe au nord de la mer Noire, disparurent des archives historiques.